Dans cette vidéo, Le plus beau moment du mandat, c'est Saint-Malo. L'accès au logement est particulièrement difficile. Saint-Malo a été une ville d'accueil d'Ukrainiens. Elle a été la ville d'Ille-et-Vilaine qui a le plus accueilli. On est en train de décarboner complètement le système de transport de bus de Saint-Malo. Alors, le Mont-Saint-Michel, c'est un véritable problème parce que j'ai de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Voilà. Je ne sais pas s'il faut ralentir sur l'écologie parce que l'Europe a été garante d'un certain nombre de revenus pour nos agriculteurs. Je sais que nos agriculteurs n'entendent pas ça. C'est pas d'avis dessus. interview de Gilles Lurton, maire de Bonjour Saint-Malo de Monsieur le maire, Kelawen. déjà merci de nous recevoir pour cette interview pour le bien du lycée l'institution Le Kelawen. Par Est-ce Sébastien que vous Ballet pouvez, et en Alexandre quelques mots, Lepage. vous présenter votre nom, prénom, fonction principale au sein de Saint-Malo? Donc, je m'appelle Gilles Lurton, je suis maire de Saint-Malo depuis le mois de juillet 2020. Avant, j'étais député à l'Assemblée nationale et je suis aussi président de Saint-Malo Agglomération. Très bien. Donc d'abord, quelles ont été vos études, donc du lycée jusqu'aux études supérieures? Donc, j'ai fait mes études au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo. J'ai dû passer un bac, on appelait ça à l'époque un bac D. C'était pas tout à fait scientifique, mais presque scientifique. Et puis après, je suis rentré à la faculté de sciences économiques à Rennes pour faire administration économique et sociale. J'ai fait une maîtrise d'administration économique et sociale avec une option droit public. Et après, j'ai préparé les concours administratifs pour les grandes écoles. D'accord. Est-ce que la politique a toujours été un rêve pour vous depuis votre plus jeune âge ou c'est arrivé plus tard? La politique a toujours été pour moi un engagement. Depuis l'âge de 16 ans, je me suis engagé dans un parti politique à l'âge de 16 ans. Et j'ai eu la chance d'être repéré par un homme politique qui était l'ancien maire de Saint-Malo. À l'époque, il était député. C'était en 1989, vous n'étiez pas né. 1988, il était député, mais il se présentait pour être élu maire de Saint-Malo et devenir député-maire de Saint-Malo, puisqu'à l'époque, on pouvait cumuler les mandats de député et de maire. Il a été élu maire, et quand il a été élu maire, eh bien, j'ai eu cette opportunité de continuer à travailler avec lui, et je ne l'ai jamais quitté. Petit à petit, j'ai monté des échelons, conseiller municipal, adjoint au maire, conseiller départemental, député et maire de Saint-Malo. Donc quel était votre quotidien, vous, en tant que député? Mon quotidien en tant que député, il était passionnant. Tout aussi passionnant que ma fonction de maire ici. Il y avait deux types de quotidiens, puisqu'il y a le quotidien à l'Assemblée nationale où on vote les lois. Et je travaillais beaucoup dans une commission qui s'appelle la commission des affaires sociales. Je travaillais sur tous les sujets de retraite, sur les sujets de handicap, sur les sujets de sécurité sociale, sur les sujets de maladie. C'était mon quotidien dans mon travail à l'Assemblée nationale. Et après, je travaillais aussi beaucoup dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'ai été conduit à y faire de multiples interventions. Dans la circonscription, un député, il fait son travail de député de proximité, proche des gens, et son travail pour aider les personnes qui lui demandent de les aider, qui ont besoin de lui pour différents sujets qu'ils ont à résoudre. Et puis, j'ai participé à beaucoup de réunions, de manifestations dans la circonscription. D'accord. Donc vous adhérez au principe de non-cumul des mandats, Alors, j'y adhère pas parce que c'est ce qui m'a privé de mon mandat de député. Ah oui, donc c'est pas contre-cœur que vous avez arrêté. J'ai arrêté mon mandat de député à contre-cœur. D'accord. Voilà. J'ai été élu maire, je me suis présenté à la mairie parce que j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui me poussaient à faire une liste parce qu'ils pensaient que je serais élu et effectivement j'ai été élu puisque nous avons fait 70% au deuxième tour. Mais c'est vrai que abandonner mon mandat de député était pour moi un vrai crève-cœur parce que j'avais une passion pour ce que je faisais à l'Assemblée nationale. Néanmoins, je savais aussi qu'il y avait un besoin de travail ici, qu'il y a des tas de choses à faire à Saint-Malo. Et vous savez, quand on est maire de Saint-Malo, on ne lésine pas son temps pour faire en sorte que la ville soit de plus en plus agréable pour les générations à venir, c'est-à-dire les vôtres. C'est gentil. C'est vrai, merci. Et de manière concrète, comment devient-on maire? Parce que c'est vrai que nous, on ne connaît pas vraiment tous les processus. Alors, on ne devient pas maire, en fait, si vous voulez. Je crois que pour occuper ces fonctions-là, il faut aimer les gens. Il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer les gens, ceux qui sont le plus en difficulté. Dans tous les quartiers
de Saint-Malo, faire connaissance, aider quand vous pouvez aider une situation difficile dans une famille, résoudre une situation difficile, aider à chaque fois que vous pouvez donner un coup de main pour améliorer le quotidien des habitants de votre ville. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 30 ans. Et au bout de 30 ans, eh bien, les gens m'ont reconnu comme une personne qui pouvait encore aller plus loin et prendre ses fonctions au niveau de la mairie de Saint-Malo. Alors quand je le dis ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je n'ai aucune, je ne sais pas comment vous dire ça, mais si vous voulez, moi, mon mandat, je le dois aux habitants de Saint-Malo. C'est pas moi, c'est les habitants de Saint-Malo qui me l'ont confié. Et à partir du moment où ils me l'ont confié sur des engagements que j'ai pris vis-à-vis d'eux en campagne électorale, le premier engagement, c'est de consacrer tout mon temps au bien-être de Saint-Malo, de la ville et de ses habitants. Eh bien, je crois qu'on n'a pas le droit de lésiner, de tromper les gens qui vous ont fait confiance et il faut aller jusqu'au bout sans perdre une minute de travail. D'accord. Et vous préférez la fonction de député ou de maire C'est ce qu'on me demande tout le temps. En général, un député qui quitte sa fonction de député pour devenir élu local, pour devenir maire, mes anciens collègues qui l'ont fait, parce qu'il y en a d'autres qui, quand le cumul des mandats s'est arrêté, il y en a d'autres qui ont pris des fonctions de maire. Ils me disent, oh là là, c'est beaucoup plus concret que ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, on est bien mieux dans nos fonctions de maire. Moi, je dis certainement que la fonction de maire est la plus belle des fonctions d'élu, parce que vous êtes au quotidien avec la population, vous êtes au quotidien sur le terrain, vous êtes au quotidien à créer, à faire des choses. Mais je ne peux pas vous cacher que j'aimais beaucoup ma fonction de député. Est-ce que vous avez un emploi du temps type chaque semaine ou alors est-ce qu'il est très variable? Il est très variable, mais il est tout le temps plein. Et de quoi est-il composé? C'est très simple, vous voyez, on est lundi. D'abord hier, ce week-end, il m'a fallu aller samedi matin à la fête du nautisme, saluer tous les bénévoles qui étaient là, les féliciter, les encourager. Après, je suis allé au jardin solidaire, qui est un jardin qui a été créé pour les personnes qui ont besoin, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont besoin qu'on les aide à se nourrir. Et bien, il y a des jardiniers qui ont créé un potager pour elles et ça fonctionne très bien, très grand potager. Après, je suis allé voir les fermiers de la baie qui fêtaient leurs 10 ans. Voilà, je me souviens très bien de la création des fermiers de la baie, ici même, avec l'ancien maire. Nous avons été à l'initiative de cette opération. Je suis allé les féliciter pour leur réussite. Après l'après-midi, ça a continué. Il y a eu toute une série d'autres manifestations samedi après-midi, mais je me souviens même plus tellement j'en ai fait. J'ai été partout samedi. Il y avait l'inauguration d'un oratoire à la Vierge de Grâce, un oratoire restauré par les habitants, que nous avons préservé sur de la construction immobilière. Il y avait la fête du jeu à la découverte. Samedi après-midi, je suis allé à la fête du jeu à la découverte. Samedi après-midi, j'ai fait des noces dehors. Un couple de personnes qui fêtaient leurs 50 ans de mariage et que j'ai reçu ici dans mon bureau pour fêter ça avec elles. Voilà mon samedi. Et dimanche, eh bien, ça a recommencé. Dimanche matin, balade chlorophylle avec les habitants. C'est une balade nature en ville. Et l'après-midi, remise des coupes à la cour des Ocean 50 qui fait des régates au large des Saint-Malo. Et puis après, il faut rentrer un petit peu chez soi. Parce que si votre semaine n'est pas prête le dimanche soir vers 20h, 21h, vous n'aurez jamais le temps de travailler dans la semaine. Donc il faut que le travail soit fait. J'avais un interview à faire pour Ouest France sur la libération de Saint-Malo. Je l'ai fait hier soir. J'avais du courrier à faire. Je l'ai fait hier soir. Et ce matin, comme tous les lundis matins à 8h30, je reprends une réunion de directeurs ici dans le bureau d'à côté. Je réunis mes directeurs pour faire le point sur les dossiers, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les sujets à travailler cette semaine. Après, à 10h, nous avons un conseil d'adjoints. C'est-à-dire je reçois tous mes adjoints pour faire le point, chacun dans leur domaine, sur les dossiers qu'ils travaillent. Ils me font part de leurs difficultés, on discute sur les différents dossiers, on échange. Après, aujourd'hui, nous avions à 11h30, d'habitude, le conseil d'adjoints dure à peu près jusqu'à 13h, mais là, nous avions les cérémonies de la résistance, commémoration de la résistance au monument aux morts avec le préfet. Donc, on a fait les cérémonies de la résistance, et cet après-midi, il fallait que j'aille à la chapelle aux Filsméens, à côté de Saint-Dominique,
pour une réunion de la Société publique locale tourisme, c'est-à-dire que nous avons un organisme qui gère le tourisme à Saint-Malo et dans le pays de Saint-Malo. Et donc il y avait l'assemblée générale de cet organisme. Et puis ici, je viens d'arriver pour faire une interview pour Keveren et puis pour vous recevoir maintenant. Et ce soir, j'ai encore une réunion de commission. Voilà, et c'est comme ça tous les jours, ça recommence demain, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sans repos. Ah non, 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 je prends très très peu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, pour moi, ce mandat, c'est un engagement. Tous mes mandats, je les ai toujours considérés comme des engagements. Et vraiment, je dis pas ça pour me plaindre ou pour me vanter, j'aime ce que je fais. Mais c'est très exigeant sur la personne et sur le travail. Une autre question. Est-ce que vous, vu tout ce que vous nous avez dit sur la charge de travail d'un maire ou même celle d'un député, est-ce que vous pensez que ces métiers sont suffisamment bien payés en France? Alors, ce sont des fonctions, ce ne sont pas des métiers. Oui. Hein, ce sont des fonctions, donc des fonctions, c'est très très difficile d'estimer ce qui doit être payé, mais très franchement, à Saint-Malo, ça va à peu près, on s'en sort, il n'y a pas de problème parce qu'on a une grande ville. Moi, je vois beaucoup d'élus de petites communes qui consacrent tout leur temps à leur mairie ou à leurs fonctions aux différentes fonctions qu'ils occupent. Je ne vois pas comment ils peuvent faire vivre une famille avec les indemnités qu'ils touchent. Et vous, quelle est votre préoccupation principale en tant que maire? C'est le sport, la jeunesse? Est-ce que vous avez quelque chose en principal? Tout est une préoccupation. Le sport me prend beaucoup de temps parce que le traitement des dossiers sportifs à Saint-Malo est quand même très difficile du fait on a une richesse à Saint-Malo, c'est qu'on a excusez-moi, on a beaucoup d'associations. Qui dit beaucoup d'associations dit beaucoup de demandes de subventions, beaucoup de demandes de financement. Donc ça, moi je considère que c'est une richesse, mais ça nous crée des contraintes. Vendredi matin, je recevais le club sportif principal du SSM qui me disait notre équipe féminine réussit. Il n'y a pas de raison que les filles n'aient pas autant d'argent que les garçons. C'est logique. Ça paraît logique, mais moi je fais comment? Moi j'ai une équation budgétaire à résoudre et je ne peux pas dépasser un certain montant de subventions. Alors j'ai fait un geste, j'ai monté un petit peu, hein, mais il y a un moment où je dois faire attention à l'équilibre de mon budget. Donc oui, le sport, on y prête une très très grande attention, on prête une très grande attention aux affaires sociales, à la famille, à la situation des familles qui peuvent parfois être en difficulté à Saint-Malo, qu'il faut soutenir, à la jeunesse, très très important. Hein, quand on a créé le parc de skate de l'avenue de Marville, c'est parce qu'on sait qu'on préfère voir les jeunes sur un équipement comme celui-là plutôt que traîner dans la rue à ne rien faire. Ça nous paraît important. Et il y a des tas d'autres équipements comme ça que je pourrais citer. Le sport, les écoles. Nous avons la responsabilité des écoles. Il faut que les écoles soient accueillantes pour les élèves. Il faut que les enseignants et les élèves s'y sentent bien pour que tout se passe bien. La culture, c'est très important. Moi, je considère que la culture, par rapport à tous les travaux que nous pouvons réaliser dans la ville, et on fait beaucoup de travaux. Hein. Actuellement, on est en train de refaire le boulevard Deauville, on va refaire la rue de Dinan. La culture, c'est ce qui restera. Un festival étonnant voyageur comme celui que nous avons vécu il y a une dizaine de jours, c'est quelque chose d'exceptionnel dans une vie. Quand vous vous plongez dans un livre d'aventure du Festival Étonnant Voyageur avec des écrivains de renom comme ceux que nous avons reçus, il en reste toujours quelque chose dans votre vie. Voilà. Le reste, les travaux, on est content quand ils sont faits, quand c'est propre, mais c'est vite oublié et ça paraît vite normal que tout soit propre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le dis parce que je veux rendre hommage à mes services pour cela. Je trouve que Saint-Malo est une ville propre. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein, voilà. Et quand c'est propre, on ne le voit pas. Quand c'est sale, tout le monde s'est râlé. Hein, mais je trouve vraiment, moi je regarde de très près depuis le début de la saison la situation des rues de Saint-Malo. Franchement, il y a un effort très très important qui est réalisé par les services. Et ça, moi je le dois aux services sans lesquels je ne serais rien. Si je n'avais pas les services pour exécuter la politique que je souhaite mettre en place avec mon équipe, avec mes adjoints, eh bien, on ne serait pas grand-chose. Vous parliez de la propreté dans les rues, ça va aussi dans le sens du développement durable, je suppose. Quelle importance c'est un des fils verts de toute notre action, à Saint-Malo et à Saint-Malo Agglomération.
Saint-Malo Agglomération a des compétences particulières en matière de logement, en matière d'activité économique, en matière de transport. Vous voyez, en matière de transport, on est en train de décarboner complètement le système de transport de bus de Saint-Malo. Avec les vélos aussi. Les vélos aussi. Ça fait partie du développement durable. Mais il n'y a pas que ça. Le développement durable, pour nous, c'est aussi la végétalisation des cours d'école. Ça y est, on y va. On a choisi une école, l'école Le Gatellois, pour laquelle on va complètement débitumer la cour de l'école, qui est complètement bitumée, et on va mettre des espaces verts, des choses qui laissent passer l'eau, voilà, et qui permettent aux enfants de profiter pleinement d'une belle nature autour d'eux. Et bien tout ça, on le travaille. Et puis on travaille sur la qualité de l'air aussi. À Saint-Malo, c'est très très important. Quand je dis on a décarboné le système de transport, c'est pas pour avoir le plaisir d'avoir des bus qui roulent au biométhane. Maintenant, les bus ils seront alimentés avec du biométhane qui sera fabriqué dans un méthaniseur qui se situera à côté de la station d'épuration. Et ce méthaniseur sera alimenté avec les boues de la station d'épuration, c'est-à-dire toutes les eaux usées que vous rejetez chez vous, qui vont à la station d'épuration, alimenteront le méthaniseur qui fabriquera du biométhane pour nos bus. Les bus qui roulent au biométhane, c'est 80% de particules en moins rejetées dans l'air. 80% de particules en moins. L'hydrogène, c'est 100%. Il faut mieux passer à l'hydrogène qu'au biométhane, mais pour le moment, on n'est pas prêt. Donc on va y aller, mais on n'est pas prêt encore tout à fait. Donc il y a encore un peu de travail à faire sur l'hydrogène, mais le biométhane, c'est déjà une très très belle avancée. Et bien ça contribue à la qualité de l'air. Ça fait autant de particules nocives en moins qui seront rejetées dans l'air. Tout seul, ça suffira jamais à améliorer comme on voudrait améliorer. Mais le jour où on aura réussi à électrifier les quais du port de Saint-Malo pour que les bateaux qui se mettent à quai ne restent pas allumés, leur moteur allumé toute la journée et rejettent des particules dans l'air qui sont extrêmement nocives. Le travail avec les entreprises. Je ne vais pas citer d'entreprises, mais on sait qu'on a des entreprises qui sont plus émettrices de particules que d'autres, notamment à Saint-Malo. Eh bien, notre rôle, c'est de travailler avec elles pour s'assurer que les particules qu'ils rejettent ne soient pas nocives à la qualité de l'air, et c'est ce que nous faisons. Très bien. D'un point de vue politique, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne la prise de décision à Saint-Malo? Est-ce que nous, en tant que citoyens ou futurs citoyens, est-ce qu'on peut proposer des choses? Comment on le fait? Comment ça fonctionne en fait? Alors vous avez le conseil municipal des jeunes qui pourrait vous intéresser. Vous êtes dans les âges des jeunes qui peuvent être dans le conseil municipal des jeunes. Et moi j'écoute les membres du conseil municipal des jeunes quand ils viennent me voir et me faire part de leurs propositions. On essaye de retenir un certain nombre de leurs propositions pour les faire. Ce que vous pouvez nous proposer, ça peut fonctionner comme ça. Sinon la démocratie locale, elle fonctionne par l'intermédiaire du conseil municipal. Je fais beaucoup de concertation avec la population. C'est-à-dire qu'avant de décider d'un projet ou quand je travaille sur un projet, je vais voir les habitants dans les quartiers. Au mois de mai l'année dernière, j'ai fait 16 réunions de quartier le soir. C'est-à-dire que je suis allé dans tous les quartiers. C'était la mi-mandat, la moitié de mon mandat. J'ai dit, ben voilà, on est à la moitié du mandat, on a avancé sur tel et tel engagement qu'on n'avait plus pendant la campagne. Là et là, on n'y arrive pas. Pourquoi? Je vous l'explique. Mais voilà, moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la trajectoire qui a été menée et ce qu'on doit faire pendant la deuxième partie en commun avec vous. Après, c'est le conseil municipal qui valide les décisions. Et forcément, ça doit passer dans cette instance. Et ça, c'est très réglementé. Voilà, par le conseil municipal, on passe les délibérations et c'est pas un lieu d'expression, quoi. L'accès au logement est devenu quelque chose de très important dans la vie des Français. Quelles actions ont été mises en place à Saint-Malo pour aller dans ce sens? Alors, à Saint-Malo, l'accès au logement est particulièrement difficile. Il est particulièrement difficile parce que nous sommes une ville littorale dans laquelle beaucoup de personnes, souvent retraitées, assez bien dotées financièrement, ont voulu venir s'installer et ont acheté beaucoup de logements au détriment de la population locale qui a commencé à avoir du mal à acquérir les logements. Cette demande de logement à Saint-Malo par des ménages qui souhaitent venir s'y installer, elle a fait monter les prix du foncier. Plus vous avez de demandes et plus le bien est rare, plus le prix monte. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé à Saint-Malo. Face à cette situation, nous avons pris toute une série de mesures qui ne résoudront pas tout. Parce que la situation, elle est devenue très très difficile. Vous savez, aujourd'hui, les villes, depuis ce qu'on appelle la loi climat et résilience,
de 2001, dans le cadre du développement durable, nous n'avons plus le droit de nous étendre. C'est ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que d'ici 2031, entre 2021 et 2031, nous devons diminuer de moitié les surfaces consommées par rapport à ce qu'on a consommé entre 2011 et 2021. Entre 2011 et 2021, on a consommé X hectares de terrain. Et bien entre 2021 et 2031, on devra en consommer que la moitié. Et à partir de 2031 jusqu'en 2050, ça sera zéro. C'est-à-dire qu'on ne devra plus du tout étendre la ville. Ça veut dire qu'il faut que l'on conçoive à nouveau la ville sur elle-même. Alors quand je vous dis ça intramuros, c'est compliqué. Parce qu'on ne va pas toucher aux immeubles d'intramuros, c'est évident. Mais on a des quartiers dans Saint-Malo qui peuvent être restructurés. Des quartiers qui ont vieilli, qui ne sont plus très habités, et qui peuvent être remodelés, restructurés, dans lesquels nous allons densifier. Si vous vous attendez au modèle, moi je veux un petit pavillon, un petit jardin pour faire mon barbecue quand il fait beau et que les enfants puissent jouer, aujourd'hui à Saint-Malo, on ne saura plus faire ça. Parce qu'on n'a plus assez de terrain pour ça. On saura préserver les pavillons que nous avons, parce que nous avons décidé dans notre plan local d'urbanisme de sanctuariser 62% des quartiers de Saint-Malo. On considère qu'on a des quartiers balnéaires qui sont d'une grande beauté, qu'on a des quartiers d'habitat pavillonnaire qu'il faut préserver sans immeubles, et bien ça, nous allons le préserver. Mais par contre, on a des secteurs, je pense à tout le secteur autour de l'avenue de Marville, je pense au secteur de la rue d'Alsace, qui va être complètement retravaillé, je pense à l'avenue Aristide-Briand, sur lesquels on va essayer de densifier un petit peu. Je pense au long de la rocade, juste de l'autre côté du quartier de la Découverte. On va densifier un petit peu pour pouvoir réaliser du logement parce que nous avons besoin de logement. Il ne suffit pas de réaliser du logement. Si on réalise du logement juste en accession à la propriété, il sera encore vendu à des prix très chers et les gens ne pourront pas l'acquérir. Donc on va réaliser du logement social, du logement locatif social et de l'accession sociale à la propriété. On a fait un plan local de l'habitat à Saint-Malo Agglomération qui nous impose sur chaque opération immobilière 55% d'accession sociale ou de locatif social. Plus de la moitié des logements. C'est-à-dire je suis un promoteur privé, je construis un immeuble, sur cet immeuble, il y en aura plus de la moitié qui iront soit à l'accession sociale, soit au locatif social. Et ça, c'est une obligation qu'on a imposée. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas aux promoteurs, mais voilà. C'est la seule solution si on veut remettre des habitants permanents à Saint-Malo. Et une ville, elle ne peut pas être faite que de retraités. Elle a besoin de jeunes ménages, elle a besoin d'écoles qui fonctionnent, elle a besoin de toute une économie autour de ça. Vous pensez qu'il y a trop de résidences secondaires à Saint-Malo? Je le pense, oui. 26%. 26% de résidences secondaires, ça a beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Donc il faut qu'on arrive à mettre un frein à ça. Vous seriez favorable à augmenter par exemple les taxes sur les résidences secondaires? On l'a fait. Oui, encore plus, vous seriez... On l'a déjà fait massivement. Oui. Voilà. 45% d'augmentation. Oui, c'est beaucoup. Oui. Que pensez-vous du tourisme de masse que l'on connaît de plus en plus maintenant à Saint-Malo et qui maintenant a touché particulièrement le Mont-Saint-Michel? Intramuros qui devient le Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est ça. On entend Alors, ça. le Mont-Saint-Michel, c'est un véritable problème parce que vous êtes arrivé à une situation au Mont-Saint-Michel dans laquelle, parfois, il y a tellement de monde que vous ne pouvez plus accéder. Donc ça, c'est devenu une situation très compliquée. À Saint-Malo, on n'en est pas encore là. On sait qu'on a eu beaucoup de monde, par exemple, le week-end de l'Ascension, et vu le nombre de voitures qui a absolument voulu venir sur l'Intramuros, alors qu'ils peuvent très bien se stationner à l'extérieur, avoir une navette ou un vélo qui les amène ici en quelques minutes, ça a été très, très compliqué. Moi, j'ai tendance à me dire que si on n'avait pas de touristes à Saint-Malo, la ville aurait bien du mal à fonctionner comme elle fonctionne. Donc je ne vais pas me plaindre de l'arrivée des touristes pendant la période estivale et je dirais même maintenant toute l'année. Il y a du monde toute l'année. Ce qu'il faut que nous sachions faire, c'est de faire en sorte que tout le monde ne s'agglutine pas tout le temps au même endroit. Et pour ça, il faut qu'on crée des pôles d'attractivité. Quand on me dit « vous faites une erreur parce que vous faites le musée maritime Intramuros », moi je dis au contraire. Là où il est situé Intramuros, c'est un endroit où personne ne va jamais. Si on arrive à déplacer de la population vers le musée maritime, on aura gagné. Je ne dis pas que c'est gagné, je dis qu'on aura gagné.
C'est compliqué, je le sais, mais il faut vraiment qu'on arrive à désengorger cette rue principale de l'Intramuros. Et vous seriez favorable à interdire les voitures intramuros ou mettre des quotas à l'entrée Un beau sujet, un très très beau sujet. Alors on le fait déjà un petit peu. Tous les week-ends de l'année maintenant, on met une pancarte devant l'Intramuros à partir de 11h le matin, le week-end et les jours fériés, les vacances, à partir de 11h du matin jusqu'à 23h le soir pour interdire l'axe principal. Là, on est en train de refaire la rue Brousset et la rue de Dinan qui descend. Vous avez vu qu'on avait fait la rue Saint-Vincent jusqu'au pilori, ça a été refait. Demain, d'ici 2025, on aura refait la rue Brousset et la rue de Dinan. Dans la façon avec laquelle on va la refaire, il n'y aura plus de stationnement pour les voitures. Donc c'est encore moins de voitures intramuros. Je pense que nous avons une réflexion à mener sur ce sujet. Je ne veux pas trop vous en dire maintenant parce que c'est très controversé. Les commerçants de l'intramuros estiment un petit peu que s'ils n'ont pas la clientèle de Saint-Malo toute l'année, et la clientèle de Saint-Malo toute l'année, elle ne vient que si elle peut accéder en voiture, ils ne font pas la marge qui leur permet de faire vivre leur commerce. C'est un peu le raisonnement qu'ils tiennent le plus souvent. Moi, je pense qu'on arrive à un stade où ça devient quand même très très compliqué, qu'il y a une vie des habitants intramuros qui devient difficile parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur domicile. Et moi, je tiens à ce que nous préservions les habitants intramuros. Donc tout ça, oui, je réfléchis. Si un deuxième mandat m'est donné, ce que je ne sais pas aujourd'hui, je pense que ce sera un des premiers chantiers sur lesquels il faudra nous atteler. Et vous comptez vous représenter en 2026? Je n'ai pas pris de décision pour le moment. J'ai encore 2 ans de mandat et encore bien du travail à faire. Et comme tout le monde me pose cette question, j'attends pour y répondre. Je verrai. J'ai encore de belles choses à faire, mais vous savez, je vous ai dit que quand on était maire, on travaillait tout le temps, c'est la vérité. Physiquement, c'est dur. C'est voilà. Et donc, il faut être sûr, quand on se présente à un mandat comme ça, de pouvoir faire le mandat parce que vous prenez un engagement vis-à-vis des Malouins. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui voudrait se lancer en politique aujourd'hui? Je dirais que c'est certainement les fonctions les plus passionnantes et qu'il faut foncer. Mais que tout ne tombe pas du ciel comme ça. Vous avez vu, moi j'ai commencé par coller des affiches et distribuer des tracts. Un simple militant, j'ai commencé comme simple assistant. J'ai eu la chance d'être repéré par un député qui m'a pris comme assistant avec un salaire, ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais un conseil à donner à un jeune qui veut s'engager en politique, c'est d'essayer de repérer d'ailleurs d'abord le parti qui lui correspond le mieux en fonction de ses convictions. Et là, la liberté, elle est très grande, voilà. Et puis surtout d'écouter ce que vous lui dites, ce qu'on dit autour de lui. D'écouter, d'en tirer les conclusions. On ne sait jamais tout seul. Voilà. J'ai beaucoup d'amis qui pensent que tout va leur tomber dans les mains comme ça. C'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Il faut le provoquer. On passe peut-être aux questions sur l'Europe. Oui, Allez-y. Les élections européennes approchent. Alors, première question, qui soutenez-vous durant ces élections européennes? Alors, je soutiens François-Xavier Bellamy. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour qu'ils aillent voter aux européennes et a fortiori pour qu'ils aillent voter pour François-Xavier Bellamy le 9 juin? Alors, je dirais d'abord qu'on a la chance de pouvoir voter. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de voter. Il y a des gens à qui on impose leurs dirigeants sans qu'ils ne puissent rien dire et qui vivent dans des dictatures. Ici, on est dans une démocratie. Et on a la chance de pouvoir choisir celui ou celle que l'on pense la plus à même à défendre nos intérêts. Pour moi, l'Europe, c'est important. Aujourd'hui, il faut vous dire, je le disais dans mon discours ce matin sur les cérémonies de la résistance, la guerre gronde aux portes de l'Europe, en Ukraine. Si on n'a pas cette capacité entre les 27 pays européens de s'entendre entre eux pour adopter des positions, et vous voyez à quel point c'est déjà dur de s'entendre entre les pays européens, on voit bien tous les tiraillements qu'il y a, mais si on casse ça, alors demain, on sera complètement seul pour réagir face aux problèmes du monde, face aux guerres qui peuvent éclater dans le monde, mais face aussi à tous les problèmes économiques, face à l'agriculture. Moi, je suis sûr que l'agriculture qui aujourd'hui souffre beaucoup, demain, si on n'a plus l'Europe, elle souffrira encore plus. Que l'Europe a été garante d'un certain nombre de revenus pour nos agriculteurs. Je sais que nos agriculteurs n'entendent pas ça. Mais pourtant, je suis convaincu que si on n'avait pas eu l'Europe pour réguler
ces échanges de produits, ce marché, eh bien, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Voter François-Xavier Bellamy, moi je m'intéresse à ce garçon parce qu'il a une expérience au Parlement européen qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup travaillé, contrairement à un certain nombre d'autres députés européens qui se présentent et qui n'y ont jamais mis les pieds. Vraiment, ses idées correspondent à mes convictions, donc vraiment, naturellement, c'est vers lui que je vais. D'accord. Donc en ce moment, dans l'actualité, on voit régulièrement les sondages. Que pensez-vous de l'avance détenue par notamment l'extrême droite Je pense que les partis traditionnels, le mien, le Parti républicain, le Parti socialiste, le Parti Renaissance d'Emmanuel Macron, avec qui j'ai de très bonnes relations, Emmanuel Macron. Voilà. Parti Renaissance d'Emmanuel Macron, je pense que ces partis traditionnels n'ont pas su convaincre des politiques qu'ils menaient. Et que les Françaises et les Français se sont parfois un peu désespérés de ne pas trouver les solutions qu'ils espèrent trouver. Quand vous vivez dans un quartier, c'est pas le cas à Saint-Malo, mais vous allez, je ne vais pas citer de ville parce que je veux avec mes collègues maires, mais vous avez des quartiers où parfois les choses sont très difficiles, la délinquance est très forte et parfois de la délinquance très lourde. Les échanges de drogue, voilà, il y en a aussi à Saint-Malo. Hein, je ne me dédouane pas complètement de ce problème-là. Mais quand vous vivez ça au quotidien, que vous ne pouvez plus vivre en toute tranquillité chez vous, et que vous attendez des politiques qui vous gouvernent depuis des années, qui vous trouvent des solutions à la situation que vous vivez, et que vous ne voyez pas ces solutions arriver, vous vous réfugiez dans les extrêmes. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là, et je pense que la montée du Front National, elle est liée vraiment à cette situation de désespoir d'un certain nombre de personnes qui ne trouvent plus dans les politiques traditionnelles qui nous gouvernent depuis maintenant 30-40 ans, les solutions aux problèmes qui sont les leurs. D'accord. Vous avez dit que la guerre gronde aux portes de l'Europe. Je crois qu'il y a le drapeau ukrainien qui est dressé en haut de la mairie. Qu'est-ce que vous faites à votre échelle pour l'Ukraine aujourd'hui? Alors Saint-Malo a été une ville d'accueil d'Ukrainiens. Elle a été la ville d'Ille-et-Vilaine qui a le plus accueilli. Et c'est pour ça que je maintiens le drapeau ukrainien sur les remparts de Saint-Malo. Parce que je sais qu'à Saint-Malo, vous avez des Ukrainiens qui ne peuvent pas retourner dans leur pays et qui sont nombreux. On les a accueillis, on leur a trouvé des logements, on leur a ouvert les portes de nos écoles, on a ouvert un centre d'hébergement pour Ukrainiens isolés à Notre-Dame-des-Chênes à Paramé. Voilà, on a déployé toute une série d'actions pour que ce peuple qui a dû quitter son pays, qui a été déraciné de son pays du fait de la guerre, puisse trouver à Saint-Malo toute la quiétude dont il pouvait avoir besoin et essayer de leur apporter le réconfort que l'on pouvait à notre mesure leur apporter. Voilà ce que l'on a fait, et parce que ces Ukrainiens sont là, on me demande pourquoi le drapeau ukrainien et pas le drapeau israélien, pourquoi le drapeau ukrainien et pas le drapeau palestinien. Voilà, j'ai des lettres qui me disent « Monsieur, le drapeau palestinien, vous devez le mettre, le drapeau israélien, vous devez le mettre ». Je n'en mettrai aucun des deux. D'abord parce que je ne veux pas me mettre, je ne suis pas, en tant que maire, chargé de trancher un conflit entre deux pays. Moi, je n'ai pas à dire c'est Israël qui a raison ou c'est la Palestine qui a raison. J'ai mes convictions là-dessus. Mais si vous voulez, je n'afficherai pas sur les murs de Saint-Malo une tendance qui pourrait soit vexer les uns, soit vexer les autres. L'Ukraine, ça fait consensus et ça me paraît normal tant qu'on a des Ukrainiens à Saint-Malo. Un sujet aussi très important dans l'actualité, c'est le sujet de l'immigration. Quelle est la position notamment de M. Bellamy sur la régulation de l'immigration en Europe? Alors, M. Bellamy, voilà un des sujets qui fait monter les extrêmes. Oui. Voilà, les gens disent, mais c'est un peu facile comme raisonnement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce raisonnement-là. Les gens disent, si on a des problèmes, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés, et les immigrés, ils mettent le désordre. Pourquoi un immigré mettrait plus le désordre comme français? Mais bon, voilà. Ce genre de discours, effectivement, il fait monter les populistes et les extrêmes. Monsieur Bellamy, il pense qu'il faut mieux réguler les entrées aux frontières de notre pays et aux frontières de l'Europe. Et qu'il y a un moment où on ne peut plus accepter
de prendre ce que nous ne pouvons plus assumer. Voilà. Et donc il faut qu'on trouve ensemble, avec les Européens, des moyens de régulation et de partage entre pays européens de ce qui arrive sur les côtes de l'Europe. C'est pas facile, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'y atteler. C'est sûr que tout seul, nous, la France, on dit demain, on ferme nos frontières et on empêche les personnes qui veulent immigrer d'entrer, elles entreront quand même, mais on résoudra rien du tout. Mais par contre, en étant unis avec les autres pays européens, je pense qu'on a des situations que l'on pourrait résoudre plus facilement. D'accord. Par rapport à l'écologie, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une pause dans les normes écologiques européennes? On entend beaucoup ça de personnalités politiques qui demandent à faire des pauses dans les normes et ralentir sur ce volet-là. Est-ce que c'est votre conviction à vous? Avec l'agriculture notamment. Avec l'agriculture notamment. Je ne sais pas s'il faut ralentir sur l'écologie, parce que l'écologie, c'est un point essentiel pour les décennies à venir. Il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse attention. Moi, je pense à la pêche, aux océans, au respect des océans, tous ces sujets-là. On sait très bien que si demain, il n'y a pas de quota de pêche sur certaines variétés de poissons, les poissons disparaîtront. Donc l'Europe, dans cela, elle a quand même fondé des raisonnements intéressants. Je ne sais pas s'il faut ralentir. Ce qui me gêne, c'est les extrémistes. Quand on va aux extrêmes de tout, quoi. Voilà. Et là, le pacte vert, il y a des choses dans le pacte vert qui, à mon avis, empêchent. Il faut que l'humain puisse vivre. Il faut que l'humain puisse vivre de son territoire. Il faut que nos agriculteurs puissent vivre de leur production. Alors, effectivement, moi, quand on me dit il faut utiliser moins de pesticides, je suis d'accord. Je suis d'accord, parce que nos terres, elles ont besoin de ces conditions-là. Mais il ne faut pas qu'on empêche nos agriculteurs de vivre de leur travail. Et là, à force d'être allé un peu trop loin, parfois, on a empêché effectivement de vivre de son travail. Vous avez évoqué l'activité de pêche. On a connu récemment la polémique sur la com à pêche. Comment avez-vous su gérer cette situation qui était compliquée, je pense? Elle est toujours compliquée. Très franchement, pour ne rien vous cacher, j'étais vendredi soir à une réunion avec la com à pêche, les salariés, le président de la com à pêche et le ministre de la mer. Ce qui choque le ministre de la mer, c'est qu'on transfère un pavillon et on transfère un quota à un pays étranger. Ça veut dire que demain, un bateau qui naviguait sous pavillon français, avec un quota français, deviendra étranger, avec une débarque qui ne se fera plus sur les quais de Saint-Malo. Et ça, le ministre de la mer nous dit être choqué par ça. Donc, la conclusion que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas, d'un coup de stylo, radier 300 emplois comme ça, parce que si demain, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de fabrication de surimi, donc c'est toute l'usine de surimi qui ferme, c'est pas que les marins du Joseph Routier qui sont mis à la porte, c'est tous les salariés de l'usine Komaboko qui sont mis dehors. Il faut trouver une négociation avec les Pays-Bas qui vont bénéficier du quota de débarque maintenant, puisque le bateau il débarquera aux Pays-Bas. Il faut trouver une négociation avec eux pour récupérer un quota de poissons sur ce qu'eux ont déjà et permettre à la com à pêche de poursuivre son activité. D'accord. En sachant que la com à pêche, écologiquement, ne pêchera rien de plus que ce qu'elle ne pêche actuellement. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la demande du procureur de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt à la fois contre le Premier ministre israélien et contre les dirigeants du Hamas? Vous pensez que l'Europe devrait faire plus pour faire respecter le droit international, ou alors que c'est absolument anormal de mettre sur un même point ces deux personnes-là? Vous n'êtes pas forcément obligé de répondre, vous avez dit que vous n'avez pas J'ai pas d'avis position. là-dessus. Vous n'avez pas d'avis là-dessus. Ouais. J'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai peur de vous dire une erreur, mais voilà. C'est possible. Une anecdote sur votre... Oui. Un peu, je sais pas. Une anecdote Est-ce que particulière. Un souvenir, Un petit oui. un moment fort du mandat. Vous avez aimé, Il y en a des voilà. milliers. Je crois que le plus beau moment du mandat, c'était la route du Rhum. Le départ de la route du Rhum. Ouais. Le départ de la route du Rhum, ça a été vraiment... Là, on se rend compte, si vous voulez, que tout le travail qu'on peut faire... Parce qu'ici, vous arrivez le matin, c'est 50 questions qui vous tombent dessus, 50 problèmes à régler, et que des ennuis.
Et c'est vrai que quand on prépare les dossiers et qu'on en voit le résultat, c'est vraiment, là, il y a une certaine satisfaction, quoi. Et la réussite de la route du Rhum en 2022, pour moi, ça a été vraiment une grande satisfaction. Il n'y a pas eu un couac à Saint-Malo, quoi. Il n'y a pas eu un couac. On a reçu 1 500 000 personnes. Il n'y a pas eu un problème, quoi. Hein, vraiment. Et ça ne s'invente pas en claquant des doigts. On aura la flamme olympique samedi. Je vous invite à venir voir, 8h30 le matin, hein, tout. Elle part du Grand B, C'est Fabrice Payen qui va la porter. entre autres. Mais on ne sait pas encore les noms de tous les porteurs. C'est le COJO qui décide. D'accord. Beaucoup de skippers. Hein, Je pense qu'il y en aura quelques-uns, ouais. Escoffier aussi. Est-ce que vous irez voir les Jeux Olympiques à Paris? Vous comptez... J'ai pas prévu. J'ai pas prévu, vous savez, le mois de juillet, ici, c'est une période pour moi qui est très chargée. Juillet et août. On a les cérémonies de la libération de Saint-Malo au mois d'août, 80e anniversaire. Ça va être une période très 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 chargée pour le maire de Saint-Malo. Et l'été, vous arrivez quand même à prendre des vacances? Non, non, j'en prends pas, hein, sans blague. Les seules vacances que j'ai prises, c'est l'arrivée de la route du Rhum à Pointe-à-Pitre. Je suis parti 8 jours en Guadeloupe. Et c'était pas des vacances. Bah oui, enfin, c'est pas des Enfin, vous étiez au soleil, mais. Voilà. Mais non, je prends très très peu de vacances. Mais ça, c'est de ma nature. Tout le monde me critique un peu là-dessus parce qu'il faut prendre des vacances. Je ne conseille pas de comprendre. Mais moi, j'aime bien savoir ce qui se passe ici. J'aime bien contrôler. J'aime bien. Voilà.